21 septembre 1953, base aérienne américaine de Kimpo, en Corée du Sud. Les soldats américains terminent tranquillement leur déjeuner dans la moiteur de la fin de l'été asiatique quand soudain, les sirènes d'alarme hurlent à la mort à travers toute la base. Dans le ciel, un chasseur ennemi, un redoutable MiG-15 soviétique, fonce en piqué droit sur la piste principale à plus de 800 km/h. Sur le tarmac, c'est la panique absolue. Les équipes au sol s'éparpillent en hurlant pour trouver un abri. Les artilleurs se jettent sur leurs canons anti-aériens, prêts à faire feu. C'est l'attaque surprise, tant redoutée. Mais contre toute attente, le chasseur ennemi ne tire pas. À la dernière seconde, il sort ses trains d'atterrissage, touche le sol dans un immense nuage de gomme brûlée et freine brutalement au bout de la piste. Le silence retombe lourdement. La verrière du cockpit s'ouvre lentement. Un jeune pilote nord-coréen de 21 ans, en uniforme militaire complet, s'extrait de l'habitacle exigu et lève très lentement les mains en l'air. Il vient tout simplement de livrer sur un plateau d'argent aux États-Unis l'arme technologique la plus secrète et la plus farouchement gardée de toute la guerre froide. Mais ce qui rend ce braquage militaire absolument légendaire, ce n'est pas seulement le vol audacieux de cet avion inestimable. C'est le lourd fardeau psychologique que ce jeune pilote cachait au plus profond de lui depuis des années. Une véritable tragédie familiale et un secret explosif qui n'a été résolu que bien plus tard. Avant de franchir la ligne ennemie, lâchez un pouce, sinon l'algorithme m'enverra direct au goulag de YouTube, là où les vidéos ne font que 3 vues. Merci, on continue. Pour comprendre l'ampleur monumentale de cet exploit, il faut absolument se replonger dans le chaos indescriptible de l'année 1953. La guerre de Corée ravage impitoyablement la péninsule asiatique depuis déjà 3 longues années. Dans les cieux, une zone très particulière que les pilotes de chasse surnomment tragiquement la MiG Alley, l'allée des MiG, est le théâtre de combats aériens d'une violence inouïe. Dans ce couloir aérien, les avions américains se font régulièrement pulvériser en plein vol. Leurs chasseurs F-86 Sabre, pourtant réputés excellents, affrontent une bête noire absolue, le tristement célèbre MiG-15. Construit dans le plus grand secret par les ingénieurs soviétiques, ce jet est une anomalie technologique totale pour l'époque. Ses ailes en flèche, son moteur surpuissant et son armement lourd en font un prédateur des airs inégalé. Il vole beaucoup plus haut, grimpe beaucoup plus vite et frappe beaucoup plus fort que tout ce que possède le monde libre. Pour le renseignement militaire américain, c'est la panique générale. Ils perdent trop d'hommes et trop d'appareils. Ils sont désespérés et savent qu'ils doivent à tout prix mettre la main sur l'un de ces appareils ennemis pour l'étudier, pratiquer de la rétro-ingénierie, analyser ses faiblesses structurelles et cesser de perdre des pilotes américains chaque semaine. Le problème majeur, c'est que chaque fois qu'un MiG est abattu en combat tournoyant, il est pulvérisé lors de son crash au sol, ou alors il s'écrase en territoire hostile et est immédiatement récupéré par les troupes communistes chinoises ou nord-coréennes. Face à cette impasse technologique totale, la CIA décide de sortir des sentiers battus et lance l'opération Moula. L'idée de l'agence américaine est aussi brillante que désespérée. Si on ne peut pas capturer un MiG-15 intact par la force des armes, on va tout simplement l'acheter au camp adverse. L'armée américaine imprime en urgence des dizaines de milliers de tracts en langue russe, chinoise et coréenne. Ces papiers promettent une récompense financière astronomique de 100 000 $, l'équivalent de plus d'1 million de dollars aujourd'hui, ainsi que l'asile politique garanti à n'importe quel pilote ennemi qui aurait le courage de faire défection et de livrer un MiG-15 en parfait état de marche. Ces tracts sont largués par milliers par des bombardiers volant à très haute altitude au-dessus des bases aériennes ennemies. Le message est clair, limpide et redoutablement tentateur. Livrez-nous l'avion, fuyez la dictature, devenez instantanément riche et vivez libre. Mais sur le papier, cette idée souffre d'un défaut majeur et mortel. En Corée du Nord, sous le régime totalitaire naissant, le simple fait de ramasser ou de lire la propagande ennemie est un crime de haute trahison passible de mort immédiate. Les pilotes militaires vivent sous une surveillance paranoïaque de tous les instants. C'est précisément ici qu'entre en scène notre protagoniste, No Kum-sok.
Né en 1932 dans une famille relativement aisée et éduquée, le destin de ce jeune homme bascule dramatiquement quand les forces communistes de Kim Il-sung prennent le contrôle total du nord de la péninsule. En 1947, le père de No Kum-sok disparaît mystérieusement, finalement exécuté par le régime simplement pour avoir eu du succès professionnel avant la Révolution. Ce drame fondateur marque le jeune garçon au fer rouge. No comprend immédiatement la leçon sanglante de cette nouvelle ère. Pour survivre dans cet enfer, il n'a qu'une seule option. Il doit devenir le citoyen soviétique parfait, l'illusion incarnée de la loyauté. Il rejoint les rangs de la jeunesse communiste avec un zèle apparent. Il dévore la propagande, se porte volontaire pour les travaux forcés, chante les louanges du grand leader et sourit à pleines dents lors des rassemblements militaires. Extérieurement, c'est le camarade idéal. Mais intérieurement, son esprit bouillonne d'une rage froide et vengeresse. Chaque jour qui passe, il prépare mentalement sa fuite. Lorsque la guerre éclate en 1950, le régime nord-coréen a cruellement besoin de pilotes de chasse. Pour No, c'est l'opportunité d'une vie. Piloter, ce n'est pas seulement faire la guerre, c'est surtout accéder à une machine surpuissante capable de traverser des frontières autrement infranchissables. Il passe les examens de l'Académie de l'armée de l'air avec brio. La formation, encadrée d'une main de fer par des instructeurs soviétiques, est brutale. No serre les dents et regarde droit devant lui. En 1952, à peine âgé de 20 ans, No Kum-sok accomplit son objectif intermédiaire. Il se retrouve enfin aux commandes du légendaire MiG-15. Grâce à ses réflexes aiguisés et son sang-froid, il devient rapidement un pilote respecté de son escadron. Il participe à de multiples missions d'interception à plus de 12 000 mètres d'altitude sans jamais se faire abattre par les balles américaines. Mais pendant que ses supérieurs hiérarchiques lui remettent des médailles, lui ne fait que calculer. En secret, il étudie minutieusement les routes aériennes, note les limites des réserves de carburant et scrute avec obsession les angles morts des radars. Fuir avec un avion de chasse militaire flambant neuf est un cauchemar logistique absolu. La zone démilitarisée, la fameuse DMZ, est un véritable mur de feu et d'acier. De plus, le carburant des avions est rationné au litre près pour empêcher les désertions vers le sud. Et comme si cela ne suffisait pas, les ailiers de No ont l'ordre strict et irrévocable d'abattre immédiatement quiconque quitte la formation de vol sans autorisation. Pourtant, un détail terrifiant freine ses ardeurs et ravive cette angoisse dont on a parlé au début de la vidéo. No prépare sa sortie, c'est une certitude, mais il est rongé par un dilemme moral atroce. Il sait pertinemment que le régime nord-coréen applique la loi stricte de la culpabilité par association. Punir un déserteur ne suffit pas. La dictature extermine systématiquement les familles entières restées sur place. S'il s'enfuit, il signe virtuellement l'arrêt de mort de sa propre mère, restée cloîtrée en Corée du Nord. Ce fardeau lui broie le cœur chaque nuit, mais la soif de liberté devient une question de survie immédiate. Nous sommes fin septembre 1953. L'armistice officiel a été signé en juillet, stoppant les combats au sol, mais la tension dans la région reste d'un niveau nucléaire. Le matin du 21 septembre, le destin frappe à sa porte. Il est assigné à un vol d'entraînement de routine au-dessus de la mer. C'est l'alignement des planètes qui l'attendait. Pourquoi? Parce que lors de ces vols côtiers, il n'y a pas de suivi radar terrestre strict. S'il décide de plonger en rase-motte vers le sol, il a calculé qu'il aurait exactement 2 minutes de liberté avant que l'alarme générale ne sonne. À 10 heures précises, il s'installe dans son cockpit. Le réacteur est allumé. Son cœur bat à tout rompre. Au moment de mettre les gaz, la culpabilité lui broie littéralement l'estomac. S'il franchit cette frontière militarisée, sa mère paiera très probablement le prix du sang pour son acte de trahison. Mais le processus est enclenché. Il est beaucoup trop tard pour reculer. Il décolle dans un vacarme assourdissant. Quelques minutes plus tard, soudainement et sans prévenir la tour de contrôle, No incline violemment son manche à balai sur le côté et pousse la manette des gaz à son maximum absolu. Le puissant réacteur hurle et propulse l'appareil à plus de 800 km/h. Il arrache brutalement son casque radio pour ne pas entendre les hurlements menaçants de ses commandants de bord qui lui ordonnent de faire demi-tour. Il plonge vers la terre et vole à une quinzaine de mètres seulement au-dessus des rizières et des forêts pour masquer son approche rapide aux radars ennemis. La terrible DMZ approche à une vitesse folle. L'artillerie anti-aérienne se réveille en sursaut et commence à cracher des torrents de balles traçantes dans le ciel. Il passe si bas que les soldats ennemis au sol le regardent passer, totalement stupéfaits.
Puis, en une fraction de seconde, il franchit la ligne imaginaire. Il est en Corée du Sud. Il file droit vers la grande base militaire américaine de Kimpo. N'ayant pas les bonnes fréquences radio pour annoncer ses intentions pacifiques et se rendre, No prend une décision folle. Il baisse son train d'atterrissage en urgence absolue au beau milieu d'une zone de guerre, ferme les yeux et prie de toutes ses forces. Il se pose brutalement au milieu des soldats américains terrifiés. Lorsqu'il lève les mains en sortant du cockpit, le silence sur la base est tout simplement assourdissant. On amène précipitamment un traducteur militaire sur le tarmac. Les officiers supérieurs le félicitent chaleureusement pour avoir répondu à l'opération Moula et lui annoncent que sa récompense de 5000 $ l'attend. No Kum-sok les regarde, les yeux écarquillés de stupéfaction. Sa mâchoire se décroche littéralement. Il n'en avait absolument aucune idée. Il n'avait jamais vu, ni de près ni de loin, l'un de ces fameux tracts lâchés par la CIA. Il a risqué sa vie de la manière la plus suicidaire qui soit, uniquement pour goûter à la liberté. Les Américains s'en moquent éperdument. Qu'il ait vu le tract ou non, le cadeau tombé du ciel est bien là, garé sur leur piste. Dans les semaines qui suivent cet exploit, le MiG-15 est démonté méticuleusement. Les ingénieurs découvrent alors la vérité stupéfiante de l'ingénierie soviétique. Le moteur si performant du MiG est en réalité la copie conforme d'un moteur Rolls-Royce britannique de type NEN, qui avait été vendu aux soviétiques des années plus tôt. Les meilleurs pilotes d'essai américains s'envolent avec le MiG capturé pour simuler des combats aériens. Les manuels de combat stratégique des États-Unis sont entièrement réécrits, le terrifiant MiG-15 n'est plus du tout invincible. Un seul jeune homme a fait basculer à lui seul la domination aérienne. Mais souvenez-vous de notre intrigue dramatique du début. Quel était donc ce fardeau terrifiant qui rongeait l'âme de No Kum-sok pendant tout son vol? Après son évasion spectaculaire, il est exfiltré aux États-Unis. Il reçoit bel et bien l'argent promis, change d'identité pour devenir Kenneth Rowe et s'inscrit fièrement à l'université. Mais derrière le rêve américain se cache un cauchemar psychologique. Il est littéralement hanté jour et nuit par une culpabilité dévastatrice. En fuyant à bord de son avion de chasse, il était intimement persuadé d'avoir signé l'arrêt de mort inévitable de sa propre mère, restée prisonnière au nord. Il fait des cauchemars incessants où il la voit torturée dans les geôles glaciales d'un goulag. Il devient un ingénieur brillant, mais il vit brisé de l'intérieur. Sauf que la véritable histoire, celle qui relève presque de la fiction hollywoodienne, est un miracle absolu. No Kum-sok l'ignorait totalement au moment de franchir la frontière militarisée, mais sa mère n'était pas morte. Pire encore pour son niveau de stress de l'époque, elle n'était même plus présente en Corée du Nord au moment de son vol. Incroyable mais vrai, elle avait réussi par ses propres moyens à s'échapper vers la Corée du Sud dès l'année 1951, lors de la gigantesque évacuation maritime de Hungnam, soit 2 années entières avant l'exploit aérien de son propre fils. Dans le chaos absolu de cette guerre, aucun des 2 membres de cette famille ne savait que l'autre avait planifié de fuir l'enfer communiste. Contre toute attente, la mère et le fils se sont miraculeusement retrouvés après sa défection. Elle l'a rejoint sur le sol américain en 1957. À cet instant précis, le poids écrasant de la culpabilité s'est définitivement évaporé, et No Kum-sok a pu vivre une vie pleine et heureuse jusqu'à plus de 90 ans. Fin du vol! Si vous avez survécu à cette évasion, pensez à vous abonner. Et avouez, si vous deviez fuir demain, vous volez quoi? Un char, un hélico ou la Twingo du voisin? À bientôt!